Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce cours avec un léger retard aujourd'hui. Et je commence par préciser aussi que je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc vous risquez d'entendre des bruits parasites. Je partage cette salle avec des collègues, donc ils peuvent rentrer à un moment donné, mais ne prenez pas en compte et je m'excuse déjà pour cet inconfort. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des plateformes d'enseignement à distance et qui sont dans le programme. Et c'est un topic qui est bon à savoir aussi parce que ça va vous permettre de savoir que l'enseignement à distance a nettement évolué depuis un certain temps et que ça donne des possibilités aux apprenants tant qu'aux entreprises d'assurer la formation initiale mais aussi la formation continue. Et l'acronyme utilisé pour la formation à distance le plus souvent, c'est les LMS. On parle de LMS, donc de Learning Management System, c'est un terme anglo-saxon. Et on va voir ce que ces différents acronymes veulent dire et l'essentiel sur ce cours. Mais l'objectif final estimé serait de vous permettre à vous, apprenants, et à nous aussi, enseignants, d'utiliser une plateforme dédiée pour l'enseignement à distance afin que nous puissions tenir cet enseignement dans un meilleur cadre. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir une plateforme pour cela. Nous sommes en train de travailler avec un implémenteur pour qu'on puisse déployer un LMS et ce sera certainement prêt pour les prochaines années. On espère bien. Donc, eux, ils vont avoir la chance de pouvoir utiliser un LMS. Donc, ce cours qui doit se tenir, qui se tient à cette étape-là, va donc, dans le futur, se tenir dès le début pour permettre aux apprenants de savoir, de comprendre d'abord ce que c'est que cette plateforme, mais aussi de savoir l'utiliser afin de les accompagner tout au long de leur apprentissage. Alors, on va définir la notion de LMS, donc de Learning Management System. On va aussi parcourir les principales fonctionnalités qu'on attend d'un LMS, parler des avantages qu'on peut avoir avec de telles plateformes et ensuite connaître quelques exemples de plateformes qui existent déjà sur le marché. Les LMS sont connus comme étant des systèmes de gestion d'apprentissage à distance, donc ils sont censés être des plateformes ou des logiciels, facilement dit, qui va donc pouvoir gérer et fournir aussi des mesures et des programmes pour la formation en ligne. Donc, en gros, tout le matériel nécessaire pour réussir un apprentissage en ligne doit pouvoir être géré et fourni par ce système-là. Plus loin, on peut aussi comprendre un LMS comme étant une centrale qui contient une solution technologique d'apprentissage complète et qui fonctionne mieux avec des systèmes qui vont permettre la flexibilité, qui vont permettre aussi de répondre à différents besoins. Ces besoins pouvant être, par exemple, la période d'apprentissage, la façon d'apprentissage, la disponibilité des contenus, etc. Cette définition est proposée par Docebo, qui est aussi une société qui évolue bien dans la thématique des LMS. Ailleurs, on peut avoir aussi une définition qui se veut qu'un LMS est un logiciel qui va donc permettre de créer, de gérer, d'organiser et de fournir le matériel didactique pour la formation en ligne à une audience donnée, audience qui va dépendre de la cible. Ça peut être en entreprise, ça peut aussi être en formation initiale, comme vous êtes en train de le faire, ou en formation continue pour 2, 3 modules ou thématiques que les apprenants peuvent vouloir se familiariser ou augmenter leurs connaissances. En termes de fonctionnalités, il y en a plusieurs en fait, mais les fonctionnalités de base qu'on retrouve très souvent avec les Learning Management Systems, c'est notamment les éditeurs intégrés, les éditeurs qui sont en fait la fonctionnalité qui nous permet d'écrire du texte riche, d'écrire du texte, de le mettre en forme, de pouvoir aussi ajouter des documents, annexer des documents comme les PDF, les présentations, faire des mises en forme, entre autres. Donc, tout cela rend l'édition du texte assez aisée pour que les apprenants puissent avoir un contenu riche et varié. Hein, parce que dans le monde de l'apprentissage, souvent, on peut bien imaginer que certaines animations peuvent être, par exemple, importantes pour expliquer un cheminement ou un fonctionnement, pendant que le texte va être utilisé peut-être pour donner les contextes, les définitions de autre chose. Mais aussi, on peut ajouter des séquences vidéo pour illustrer, par exemple, certains aspects. C'est comme des schémas illustratifs. Donc, tout cela combiné va rendre le texte riche ou le contenu du moins riche
ce qui est rendu possible grâce aux éditeurs intégrés. Une deuxième fonctionnalité consiste au rapportage et le suivi des progrès. Donc, c'est grâce à cela qu'on pourra voir, par exemple, quand on fait un quiz ou un questionnaire ou une évaluation, quelles ont été, par exemple, les questions les plus difficiles, donc les questions que les apprenants ont dû manquer. Ça va permettre à l'équipe d'enseignants de revoir est-ce que la question a été suffisamment bien posée pour permettre une meilleure compréhension, ou alors la question était peut-être peu claire lors du cours. Entre autres, ça va ramener à une remise en question pour faire en sorte que, dorénavant, des questionnements comme ça soient assez clairs et fluides pour les apprenants. Ça permet aussi de voir des personnes qui ont eu un parcours intéressant, qui ont donc fini leur formation avec succès, donc ceux-là qui ont fini le parcours ou pas. On pourra voir tout ça dans le reporting. On pourra aussi voir une évaluation de la performance des apprenants en termes de délai du rendu des devoirs, quels sont les apprenants qui ont rendu leur évaluation dans les meilleurs délais et avec de meilleures réponses. Tout cela va concourir à pouvoir évaluer la plateforme d'une part, mais aussi à évaluer l'enseignement de façon globale, mais aussi de façon individuelle, vu qu'on peut faire un suivi personnalisé de chaque apprenant ou de chaque groupe d'apprenants. Donc, ces fonctionnalités sont rendues disponibles grâce au rapportage que les LMS vont fournir. Mais aussi, il est important que quand on va utiliser un LMS donc, qui est basé sur la technologie, que cette technologie qu'on va appeler responsive s'adapte à tous les terminaux. Ça veut dire que si je suis sur mon téléphone, je dois pouvoir consulter la plateforme de façon plus aisée, plus claire, que si je suis en train d'utiliser un ordinateur avec un écran plus grand. Donc, la technologie doit s'adapter à l'écran de mon terminal. Elle doit s'adapter au flux de données que je transmets donc au début de ma connexion. Donc, tout cela va faciliter en fait l'apprentissage. Mais bien entendu, la condition sine qua non est de disposer d'une connexion Internet. Comme quatrième fonctionnalité, on peut trouver dans les LMS la possibilité d'intégrer différentes choses, différentes applications tierces par exemple. Et cela est rendu possible grâce aux API qui sont en fait des possibilités de connexion à d'autres systèmes qui existent. Par exemple, on va vous laisser la possibilité de vous connecter à un LMS grâce à votre compte Gmail, ce qui va vous rendre facile l'utilisation au lieu de créer un autre compte ou bien au lieu que nous, par exemple, équipe administrateur, que nous créons un nouveau compte pour vous. Donc, vos comptes de Gmail seront automatiquement récupérés, prénom, nom de famille, dans la plateforme. Donc, cela va permettre une utilisation assez rapide de la plateforme. Mais bien entendu, l'API va permettre aussi de se connecter à tout type de services connexes qui sera intéressant pour l'organisation qui déploie le LMS. Une cinquième fonctionnalité consiste à l'aspect multi-administrateur parce que nous savons que l'enseignement n'est pas une activité d'une seule personne. Il faut vraiment une équipe et chaque personne va jouer un rôle de telle sorte que les activités puissent être continues. Donc, un LMS va pouvoir donc fournir la gestion administrative à plusieurs personnes, qui va donc permettre la répartition des tâches et aussi de limiter les accès. On sait qu'il y a des accès administrateurs qui va donc permettre une certaine manipulation derrière et aussi un accès utilisateur qui a aussi des accès limités en fonction de ce que l'utilisateur doit voir ou ce que l'utilisateur doit pouvoir faire. Donc, tous ces droits sont gérés grâce au fait qu'on a beaucoup d'administrateurs qui vont animer la plateforme. Et ailleurs, il y a des LMS qui vont donc aller à fournir des certifications par rapport au parcours qu'ils proposent aux apprenants. Donc, un parcours peut être sanctionné par souvent ce qu'on appelle des badges, qui sont en fait des distinctions pour dire que oui, on a fini un parcours. Donc, admettons que, par exemple, nous considérons l'informatique médicale comme étant un parcours et que si vous répondiez à toutes les évaluations du module, donc on peut vous décerner un badge comme quoi vous avez eu un badge de validation de cette matière-là. Donc, de telle sorte que les apprenants peuvent voir qui est à quelle étape dans l'apprentissage et ça peut aussi être un élément motivateur. Ça l'est encore beaucoup plus dans les programmes de formation continue où il y a juste quelques modules de renforcement des capacités qui sont peut-être organisés par des entreprises ou par des organismes
pour renforcer la compétence des médecins ou toute autre spécialité en termes de renforcement des compétences. Donc, c'est des choses qui peuvent être utiles à terme. Mais il y a un aspect ou une fonctionnalité qui est même très intéressante que je trouve, c'est notamment les questions de notification, parce que ces genres de plateformes sont censées nous alerter à l'approche de certaines échéances. Par exemple, si vous devez rendre un devoir, vous pouvez recevoir une alerte via mail pour vous dire attention, dans 5 jours, vous devez rendre un travail. Ou alors, si vous vous connectez à la plateforme, vous pouvez avoir des bulles de notification qui vous aident aussi pour la même chose. Et aussi l'utilisation de l'agenda dynamique qui vous tiendra au courant de toutes les activités programmées dans l'agenda dans le cadre de l'apprentissage. Donc, les notifications semblent une fonctionnalité assez intéressante dans l'utilisation des LMS. Un dernier point concerne le type de licence des LMS. On peut avoir des plateformes qui sont des plateformes, on va dire, open source, parce que leur code source est ouvert, donc disponible pour l'utilisation de tout le monde, donc presque, on va dire, gratuit, même si cette gratuité doit être comprise avec beaucoup de réserve. Gratuité du code source, ça veut dire qu'on peut accéder, on peut le télécharger, on peut l'améliorer, on peut l'utiliser sans frais ajoutés. Mais open source doit se distinguer de la gratuité du service. On peut avoir une application open source, donc de contenu libre d'accès, mais la technicité qu'il faut, l'expertise qu'il faut pour déployer cette application peut générer des coûts. Dans ce sens-là, open source ne sera pas égal à de la gratuité. Donc, il faudrait bien faire la distinction entre ces deux notions. Donc, on va bien trouver des LMS qui sont open source, donc des codes source gratuits, mais aussi on va trouver des LMS qui ont des codes source propriétaires, donc pas gratuits, où il faut acheter des licences afin de pouvoir les utiliser. Après ces fonctionnalités, on peut considérer comme caractéristiques des LMS. Et la première partie des caractéristiques, c'est de comprendre déjà le L, le M, le S. Donc, le L de learning qui signifie apprentissage, étant bien à tout ce qui est formation, à tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est fourniture de contenu, que ce soit des supports pédagogiques, de façon globale ici dans notre contexte, qui va permettre à votre audience de développer des compétences, d'acquérir de la connaissance. Donc, le management, comme on le comprend bien, c'est en lien avec la gestion. Donc, gestion qui veut dire organiser, gérer toute la formation en ligne de bout à bout, gérer les participants, gérer les devoirs, les cours, en d'autres termes, gérer aussi les résultats des évaluations, gérer l'efficacité aussi de la formation afin de tirer un profit dans un sens d'amélioration de la qualité, en sachant que la qualité n'est pas un état standard, c'est quelque chose qui évolue. Ça nous rappelle un peu la roue de Deming, en fait, qui se veut un contrôle continu et une amélioration continue des processus qu'on met en place. Et finalement, le S, qui veut dire système, c'est en fait juste pour dire que c'est un logiciel. En anglais, des fois, ou même en français, quand on parle de système, c'est souvent en lien avec un logiciel ici. C'est quelque chose qui est une terminologie de tendance qui est assez soutenue, en fait. Donc, oui, j'ai un système Windows, j'ai un système ceci, j'ai un système ceci. Donc, c'est en lien dans ce cas-là, dans ce contexte bien défini. Un logiciel, c'est ce que ça sous-entend. Par après, un LMS se distingue de deux interfaces généralement, quel que soit le type de LMS. On a une interface administrateur, qui se veut gérer tout ce qui est en lien avec l'administration de la plateforme, je le disais tantôt. C'est là où on va voir les responsables des cours, gérer, créer des cours, créer des évaluations, les suivre, créer des apprenants, extraire les rapports par rapport à l'efficacité, par rapport au score, entre autres, mais aussi tout ce qui est réglage de fonctionnalités, de design, de configuration d'agenda. Donc, tout ce qui est un travail en background peut être fait dans l'interface administrateur. Et ce sont donc les administrateurs qui ont les privilèges ou les droits pour faire cette activité. La deuxième partie du LMS qui concerne donc l'interface utilisateur, c'est tout ce qui va donc concerner les participants ou les apprenants qui vont se connecter à la plateforme, qui vont devoir voir les cours auxquels ils sont inscrits parce qu'il faut être affecté à un cours pour pouvoir le voir en termes de droits, mais aussi qui vont pouvoir participer aux activités pédagogiques. Donc, se connecter par exemple à la plateforme, prendre des cours en fonction de la technologie utilisée,
rendre des travaux, évaluer tester des quiz, des questionnaires, mais aussi participer aux forums de discussion ou tous les programmes qui sont conçus par les administrateurs d'un point de vue pédagogique. Parce que dans les processus d'apprentissage à distance, des fois, un des atouts, c'est de permettre aussi aux apprenants de partager leur expérience par rapport à une thématique donnée. Donc, le LMS n'étant qu'un outil, donc tout le contenu n'est pas forcément de la technologie, n'est pas forcément informatique, mais la plateforme peut être bien utilisée pour apprendre même des contenus cliniques. Donc, on peut avoir un forum, par exemple, qui va parler de la drépanocytose sur un point de vue donné, physiopathologie, évolution, traitement, conduite à tenir, entre autres. Donc, les apprenants peuvent discuter par rapport à ces choses-là et les encadreurs donc, peuvent regarder la qualité de l'intervention de chaque apprenant afin de les évaluer. Et on pourra aussi voir qui a participé aux échanges et qui n'a pas participé aux échanges. Donc, dans certains apprentissages, on peut tenir compte de certaines activités ou pas dans l'évaluation. Donc, en gros, un LMS va se distinguer d'un point de vue fonctionnel d'une interface administrateur et aussi d'une interface utilisateur. Chaque interface a des activités en lien avec le profil, en lien avec les privilèges ou les droits qui lui sont attribués. Donc, ça, c'est une notion importante aussi à comprendre. Et quand on parle LMS, on va donc parler aussi du mode de fonctionnement où nous listons principalement deux types de fonctionnement. Donc, on peut avoir un LMS applicatif dans le cloud, c'est-à-dire que sur Internet ou en ligne, qui est donc hébergé à distance où on peut accéder pour faire notre apprentissage et ça va donc nécessiter que un fournisseur s'en occupe, ça veut dire qu'il y a un prestataire qui va donc déployer la plateforme sur Internet, donner l'accès aux apprenants, tant qu'aux administrateurs, pour pouvoir se connecter et réaliser les activités pédagogiques. On peut aussi avoir un LMS qui est hébergé localement, qui aurait pu par exemple être installé sur un serveur de la faculté. Donc, si les apprenants se rendent à la faculté et se connectent depuis le réseau local de cet établissement-là, en ce moment, ils n'ont pas besoin d'aller sur Internet pour se connecter et ils peuvent seulement avoir accès dans l'entreprise. Donc, c'est comme si ici, dans un hôpital, on a une plateforme d'apprentissage en ligne destinée pour les praticiens de cet hôpital-là. Eh bien, il faudrait être au sein de l'hôpital pour pouvoir utiliser l'application. Donc, dans ces cas-là, on n'a donc pas besoin d'avoir accès à Internet, on a plutôt besoin d'être sur l'infrastructure réseau de l'établissement en question. Donc, ce sont ces deux types d'applicatifs du point de vue de LMS qui existent. Mais ça peut s'étendre aussi à toute autre application web. Là, on parle de LMS, mais ça aurait pu être un autre service web dédié ou un dossier médical, par exemple, qu'on peut déployer sur un serveur dans un hôpital ou y accéder à distance. Dans tous les cas, il y a des paramètres de sécurité qu'il faut respecter et les normes dans la matière. Est-ce qu'il y a donc des avantages pour utiliser une plateforme d'enseignement à distance? Oui, on peut avoir des avantages pour les LMS. Ces avantages vont concerner déjà les organisations ou les entreprises qui vont donc vouloir déployer cette plateforme-là. Par exemple, nous, si l'année prochaine, nous déployons cette plateforme-là pour nous faciliter l'enseignement, eh bien, nous avons des avantages à gagner. Mais aussi, les apprenants qui vont utiliser la plateforme pour apprendre auront aussi des avantages. D'un point de vue organisation, ça va concerner la réduction des coûts d'apprentissage et de développement. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on dématérialise l'apprentissage, aujourd'hui, par exemple, je vais pouvoir rester dans mon service pour gérer le cours. Cela m'empêchera donc d'aller à la faculté pour dispenser ce cours-là. Donc, je pourrais donc économiser de carburant. Je pourrais peut-être avoir des soucis de trafic. Si jamais le trafic est dense, je pourrais accuser de retard. Je peux aussi augmenter mes risques d'accident, par exemple, en me déplaçant. Donc, ces coûts directs ou indirects pourront être réduits si l'organisme met en place une plateforme d'apprentissage à distance. Le temps d'apprentissage aussi peut être réduit parce que apprendre, c'est que les administrateurs aussi apprennent à gérer l'administration des cours. C'est pourquoi que dans les grandes écoles, dans les grandes universités, de telles plateformes
les enseignants sont formés pour l'utiliser pour l'enseignant, de même que les apprenants aussi sont formés à l'utiliser. Donc, tous ces temps d'apprentissage ont un coût, en fait. Donc, ces temps se verront réduits si on est sur place et que nous apprenons de tels outils. L'autre intérêt ou l'autre avantage, c'est la facilité de la mise à jour du contenu. Si je mets à jour ce cours-là sur la plateforme, il est facile pour moi de changer la virgule et de rendre disponible cela instantanément aux participants qui vont donc pouvoir télécharger la dernière version du cours. Mais si je n'ai pas une plateforme comme ça, je vais devoir travailler en local, puis ensuite charger le document en ligne pour ensuite envoyer un mail à vous tous pour vous dire que j'ai fait une mise à jour. Alors que si je fais la mise à jour directement sur la plateforme, nous allons tous gagner en temps. Dès lors que la mise à jour elle est finie, vous pourrez avoir accès à ce contenu-là qui va être régulièrement mis à jour au fil des années parce que les contenus aussi vont s'améliorer. Les enjeux ne seraient pas les mêmes par après. On pourra aussi considérer comme avantage pour l'organisme le fait de suivre facilement le progrès des participants et leur performance. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que dans l'enseignement, réussir, ce sont les évaluations qui vont nous permettre de mesurer, en d'autres termes, la performance des participants ou des apprenants. Et pour mesurer cela, il faudrait donc mettre en place des évaluations régulières. La mise en place des évaluations est assez gourmande sur le papier. On va donc imaginer que je fais un devoir, je vous invite à venir prendre part à cette évaluation et je vais corriger après. Et après, je vais donc établir des grilles d'évaluation pour pouvoir vous suivre. Alors que si je fais ça en ligne, je pourrais facilement vous évaluer pendant que vous êtes en train de faire votre évaluation ou après, à tout moment donné, vous pourrez donc suivre votre cours. Donc, ça peut être un intérêt intéressant pour l'organisme. L'efficacité de la formation, à terme, on pourrait dire que cette formation, est-ce qu'elle a eu du succès? Est-ce que tous les participants ont finalement eu gain de cause, c'est-à-dire qu'on atteint les objectifs d'apprentissage ou pas? Ça, c'est quelque chose qui sera facile à évaluer, mais ça sous-entend que les participants ont développé des compétences pour l'utilisation de la plateforme. Vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir utiliser correctement un outil, même si vous avez des bonnes réponses, difficilement vous allez pouvoir rendre votre travail de façon correcte. Je pense d'ailleurs que la première évaluation qui a eu lieu, je vous là une parenthèse, il y a certains qui n'ont probablement pas répondu correctement au travail parce que quand ils ne cliquent pas sur le bouton envoyer, je pense que Hassan, est-ce que vous pourrez fermer votre microphone parce que là vous interférez. Je l'ai déjà fait merci. On va vous donner la parole après pour des questions. Donc, je suis en train d'expliquer que pour le travail 1, il y en a qui n'ont peut-être pas su envoyer le travail en cliquant sur le bouton envoyer une fois qu'ils avaient répondu à toutes les questions. Et ils ont préféré peut-être partager le lien avec moi par mail, alors que là, ce n'était pas la façon appropriée de rendre le travail. C'est pour cela qu'on a fait un premier exercice après le premier cours sur comment ça s'appelle, Zoom, voilà. Sur Zoom pour vous apprendre à faire de telle activité. Donc, l'évaluation de la performance va nettement dépendre aussi de l'aptitude que les apprenants ont à utiliser la plateforme, d'où l'intérêt de maîtriser les outils que vous utilisez. Alors, qu'en est-il pour les apprenants? Est-ce qu'ils ont aussi des avantages? Bien entendu, oui. Ça va leur permettre d'accéder au contenu à tout moment. À la maison, vous avez accès aux cours, au travail, vous avez accès aux cours, en mobilité, vous avez accès aux cours. Donc, cela est intéressant, ça vous permet de la flexibilité dans l'accès, donc ne pas venir à la faculté obligatoirement pour vous connecter au réseau de la faculté pour accéder au cours. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Aussi, le contenu est pratique, donc la façon dont les cours sont organisés, la façon dont les ressources documentaires sont organisées, de même que la façon dont les évaluations sont organisées, sont assez pratiques. Et donc, il y a des délais qui sont donnés, donc à vous de vous organiser pour réaliser les différentes activités quand vous avez le temps. Donc, ça vous donne en d'autres termes un rythme flexible d'apprentissage. Je pense que ça, c'était un bon avantage. Et l'autre chose, ça peut être compris comme un avantage, mais on pourra quand même en discuter. C'est le fait de vous donner de l'autonomie, de l'indépendance dans l'apprentissage. Alors, peut-être que pour certains, ça va être un peu difficile. J'ai aussi été
victime de ça à un moment donné quand je commençais. C'est que quand on utilise des LMS, c'est comme si on est notre enseignant. On ne nous dira pas quand travailler, donc vous êtes libre de travailler, les délais quand même sont fixés. Vous avez accès au contenu, mais si vous ne vous organisez pas vous-même pour travailler, faire un travail de fond, puis ensuite rendre les évaluations dans les bons délais, vous allez pouvoir perdre des notes. Et donc ça, cette autonomie, cette indépendance n'est pas souvent facile pour certains apprenants. Donc c'est un avantage, mais ça peut aussi être compris comme étant un défi pour certains. Mais dans tous les cas, je pense qu'en formation continue, c'est un aspect qu'on doit développer et on vous accompagne dans ce sens-là en faisant en sorte qu'après chaque thématique, il y a des évaluations prévues pour qu'on ne soit pas surchargé et qu'après, on a des évaluations dans le meilleur délai. Alors, on va parler maintenant de quelques LMS qui existent sur le marché. Il y en a plusieurs vraiment. Il y a énormément de LMS sur le marché. J'ai marqué en vert les LMS open source, donc dont le code source est gratuit. Je n'entends pas par là que la mise en œuvre elle est gratuite. Et en jaune, des LMS propriétaires. Ça veut dire qu'il faut les payer pour avoir accès à ces services-là. Et historiquement, on a Tutor qui a été un des premiers LMS sur le marché. Après, il y a eu Claroline, il y a Dokeos. Personnellement, j'ai essayé de déployer Dokeos à l'époque. C'est plutôt pas mal, mais un retour d'expérience me montre que Dokeos a été gratuite, mais il y a des aspects qui nécessitent l'achat de licence ou l'achat d'expertise. Donc, souvent, la gratuité a des limites. Donc, pour ne pas dire que la gratuité, ça n'existe pas. C'est comme si ce serait un cadeau empoisonné ou du moins un cadeau qui va nécessiter quand même beaucoup d'expertise. Mais dans cette panoplie d'applications gratuites, on trouve que Moodle, notamment, est une application gratuite et la plus utilisée aujourd'hui. La plus utilisée par des universités de renommée, hein, parce que Moodle a montré de la maturité, a montré vraiment de la flexibilité, et il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont penchées là-dessus et ça a montré des résultats. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Et même demain, peut-être que, comme je le disais tantôt, si nous finissons notre projet de mise en place de LMS, nous avons aussi choisi Moodle en fait. Donc, ceux qui auront la chance d'avoir les cours avec nous l'année prochaine vont pouvoir utiliser la plateforme et apprendre toutes les fonctionnalités que cela offre. Mais il y a aussi, bien entendu, des plateformes payantes. Hein. Il y a Blackboard que j'ai utilisé personnellement, c'est pas mal non plus. C'est assez abouti, mais c'est assez lourd en termes de bande passante. Là, je vous propose les logos de ces différentes plateformes-là, de ces différentes LMS, juste à titre d'information. Donc, je finis par là. Donc, si vous avez des questions, j'en ai déjà lu quelques-unes dans le module de discussion. Il y a par exemple Dr. Keita, non, Dr. Kaja Tawé, excusez-moi, il n'y a pas de Keita ici, qui me demande de revenir sur la définition des LMS. Je le ferai volontiers. Et après, Dr. Tembini aussi a posté un message, mais ça c'est en lien avec l'agenda aujourd'hui du cours. Mais je ferai un commentaire, je ferai un commentaire par rapport à ça. Et parce que dans mon précédent mail, j'avais annoncé la tenue du cours pour le mardi, donc aujourd'hui et le jeudi. C'est contradictoire à l'agenda que vous aviez eu ou que vous avez déjà. Comme vous le savez, on n'a pas pu commencer l'enseignement à la date prévue. On a eu un décalage, puis après, il a fallu qu'on soit sûr que tout le monde sache utiliser Zoom. Donc, ce décalage a fait qu'on n'a pas pu respecter les dates prévues dans le programme qu'on a partagé avec vous. Ce qui m'amène à vous donner l'agenda à chaque fois que je donne un cours ou à chaque semaine que je communique avec vous via mail. Je précise les dates des cours. Mais je suis d'accord que si vous n'avez pas eu la chance de lire mon mail ou mes mails dans ce sens, vous allez peut-être manquer cette information. Pour cela, je suis vraiment désolé. D'accord? Et donc, pour revenir à la question du Dr. Kaya, c'était la définition d'un LMS. Un LMS, le L, le M, le S sont des acronymes déjà. L pour learning, donc apprentissage.
M pour management, donc gestion, et S pour système, donc un système. Donc, c'est comme des systèmes de gestion de l'apprentissage. Donc, en d'autres termes, ça va vouloir nous dire les logiciels de gestion d'apprentissage à distance. Ces logiciels-là nous permettent en fait d'utiliser la technologie pour apprendre. Et les définitions formelles qui sont proposées sont entre autres là. Il y a les 3 propositions de définition selon Docebo et EasyLMS. Le premier veut que nous comprenions un LMS comme étant un système de gestion de l'apprentissage. En d'autres termes, c'est comme si c'était une sorte de plateforme logicielle. En fait, logiciel, je pense que même c'est un mot de trop, parce que plateforme, ici, dans ce contexte-là, va vouloir nous dire que c'est forcément logiciel, qui va donc faciliter la gestion, la fourniture et la mesure des programmes de formation en ligne. Donc, tout ce qui concerne les programmes, le contenu, l'agenda, les évaluations, quand l'évaluation, non pas l'évaluation seulement pour valider les connaissances, mais aussi l'évaluation de la formation de façon globale. Donc, tout cela doit être possible par la plateforme. On peut aussi comprendre le LMS comme si c'est une sorte de centrale qui contient une solution technologique d'apprentissage complète et qui fonctionne mieux lorsqu'il est évolutif et flexible. Et là, on est d'accord que ça fait partie des fonctionnalités même de cette plateforme d'être flexible et d'évoluer parce qu'on peut ajouter des modules progressivement aux besoins. On peut faire évoluer la plateforme selon les besoins de la formation. Et bien entendu, à terme, c'est pour répondre aux différents besoins ou aux différentes sollicitations des apprenants ou des bénéficiaires de façon globale. Donc là, c'est ce que je peux vous rappeler comme définition de la LMS par laquelle nous avons commencé la formation. Est-ce que Zoom est un LMS d'après le Dr Doumbia? On ne peut pas dire que Zoom est un LMS. Zoom est juste une solution de vidéoconférence, une solution de réunion en ligne, mais ce n'est pas un LMS. Parce que Zoom ne nous permet pas de stocker un contenu pédagogique. Zoom ne nous permet pas de faire une évaluation à distance. Zoom ne nous permet pas d'accéder à d'autres ressources complémentaires et encore moins d'évaluer une formation ou un parcours de façon complète. Zoom est juste une solution pour nous de pouvoir dispenser un cours comme si on était présent, parce qu'on va imaginer que la présentation sera sur le vidéoprojecteur, vous le voyez, vous allez m'entendre, vous allez me voir, donc vous m'entendez déjà, mais ma vidéo, vous savez pourquoi est-ce que je l'ai écoutée. Donc, c'est cela. Donc, Zoom n'est pas un LMS, Zoom est plutôt une solution de vidéoconférence ou de réunion à distance. Donc, si vous voulez prendre la parole pour poser d'autres questions ou si vous souhaitez poser votre question dans le chat, tout est bon pour moi. Je vais voir quand même la liste des participants, s'il y a des mains qui sont levées. Ah oui, Dr Drissa, Dr Djabi et Dr Konaté, donc l'équipe de Ségué, non? Et je vous donne la parole. Activez votre microphone puis parlez. Est-ce que vous m'entendez? L'équipe des docteurs Berthet, Djabi et Konaté? Vous avez la parole. Activez votre microphone pour parler. D'accord. Allô? Oui. Oui, docteur Sawadoko, bonsoir. Bonsoir. Docteur Djabi, docteur Berthet, docteur Konaté depuis Ségué. C'est ça. Ah, j'ai bien trouvé. Ségué finalement. Merci. Je voudrais revenir sur une de mes questions que j'avais à poser la dernière fois par rapport aux logiciels et aux applications de e-learning, différemment de LMS. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition des logiciels de e-learning, sinon des applications de e-learning, surtout ceux qui peuvent être gratuits, dans le cas échéant, même ceux qui sont payants également? D'accord. Merci beaucoup pour le rappel de la question, Dr. Diakité. En fait, déjà une première chose, en fait, je vais répondre en deux temps. En premier temps, c'est de vous aider à comprendre que LMS égale à e-learning. Le e-learning, c'est de l'apprentissage électronique. Le LMS,
c'est le Learning Management System. Donc, le LMS dont je parle là exactement, c'est un outil technologique qui nous permet de faire le e-learning, donc l'apprentissage électronique ou encore l'apprentissage à distance. Donc, on va dire que on va partager la compréhension sur ces deux notions. Ou au PBK, le e-learning étant un apprentissage à distance qui va donc utiliser les LMS pour ce faire. Maintenant, la deuxième partie de ma réponse à ce qui concerne de vous rendre ou de partager avec vous des plateformes. En fait, les plateformes de e-learning, disons de façon gratuite, j'ai peur que cela n'existe. Pourquoi? En fait, une école va dire que je vais déployer une plateforme de e-learning, mais pour mes étudiants. Et vu qu'on parle de sécurité, on ne peut pas ouvrir cette plateforme-là aux personnes qui ne sont pas des étudiants dans cette université ou dans cette organisation. Ça, c'est difficile. Alors, est-ce qu'il y a des e-learning où on peut, enfin, où est-ce qu'il y a des plateformes gratuites où on peut s'inscrire pour accéder au contenu? Possible, mais est-ce que ce sera dans votre domaine? Est-ce que ce sera, par exemple, le contenu que vous cherchez? Par exemple, des contenus qui sont en lien avec la médecine de façon globale et particulièrement en médecine de famille, médecine communautaire. Je ne peux pas confirmer cela. Mais même si ça existait, il y aura un problème de contenu. Maintenant, est-ce que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger? Oui, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ce sont des logiciels qui sont d'une architecture client-serveur. Ça veut dire que vous devez les installer sur un ordinateur qui va tourner 24 heures sur 24 et qu'à partir de notre ordinateur, vous y accédez. Et imaginons que vous l'installiez, que vous y accédez, mais c'est pour accéder à quel contenu? Au contenu que vous avez mis. Et à quoi sert donc que vous mettez un contenu que vous allez utiliser vous-même si quelqu'un d'autre n'est pas intéressé par ça? Donc, ce sera peu pertinent. Donc, j'ai peur qu'il y ait, par exemple, un logiciel à vous recommander ou à partager avec vous comme étant un LMS gratuit, parce que les LMS sont censés être comme, par exemple, des systèmes d'exploitation. C'est par exemple votre Windows, il faut que vous l'installiez pour que vous puissiez utiliser votre ordinateur. Donc, un LMS, il faudrait qu'il y ait une organisation laid pour qu'ensuite vous ayez accès. Mais je vais regarder s'il y a des contenus médicaux libres d'accès qui nécessitent par exemple de se connecter ou de s'inscrire via un LMS. Je vais revenir vers vous pour partager cette information. Mais d'office, rarement on a des plateformes de e-learning, en tout cas orientées santé ou mieux dans votre spécialité, qui seraient libres d'accès et qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités d'un LMS. Mais bien sûr, on a par exemple des sites où on peut avoir de la documentation médicale qui peut être libre d'accès, ou maintenant c'est vous qui allez accéder au contenu d'intérêt. Vous pourrez par exemple être intéressé par telle thématique de santé, telle thématique particulière et vous téléchargerez. Mais ce qui concerne tout ce qui est évaluation, tout ce qui est parcours pédagogique, ressources documentaires, sécurisé ou suivi par un apprenant derrière, je serais pas sûr que cela va exister, quoi. Donc, c'est un peu ces deux points sur lesquels je voulais répondre à votre question. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu. Dr. Diakité, est-ce que ça fait sens pour vous, ces éléments de réponse? Je pense qu'ils sont déconnectés, l'équipe de Dr. Diakité. Alors, je donne la parole à Dr. Diarra Daouda. Vous avez la parole, Dr. Diarra Daouda. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais vous poser une petite question. Oui. Est-ce que le MOOC aussi en fait partie? Sur le MOOC, si nous pouvons aussi faire des recherches, participer à des formations, oui, et puis bénéficier aussi des associations aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez fermer votre microphone parce qu'il y a un retour écho? Et voilà, comme ça, je vous répondrai. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour pas de retour écho. Oui, les MOOC aussi proposent des contenus riches d'ailleurs en
informations, différentes spécialités confondues, où on a accès à de la ressource documentaire, on a accès aussi à de l'évaluation. Ça, oui, hein, donc les MOOC, même si les MOOC ne sont pas forcément des LMS qu'on va déployer, comme nous l'avons vu avec ces quelques exemples-là, c'est très, très similaire. Donc, ils sont dans la même catégorie, dans le même domaine du e-learning. Donc, tout à fait, les MOOC sont similaires au LMS dans ce contexte-là, absolument. Oh, merci. Merci pour la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Allô? Docteur Swadogo? Oui. Docteur Diakité, m'aide. Oui, docteur Swadogo. Vous avez la parole. Ok, merci bien. Merci pour la qualité de la présentation. Ok, au fait, les e-learning que vous avez proposé, Oui. d'après ce que j'ai compris, moi je crois que cela va dépendre, par exemple, si nous sommes inscrits dans une formation à distance. Donc, le choix de ces plateformes-là va dépendre, je crois, des établissements de formation où nous pouvons avoir le choix. Ça dépend du choix de l'établissement. Parce que vous n'êtes pas producteur du contenu. Donc, ça dépend vraiment du choix que le producteur de contenu va décider. Donc, c'est lui qui va décider, je vais utiliser plutôt telle plateforme-là pour gérer ma formation à distance, et auquel cas les apprenants sont invités à se conformer à cela. Voilà. Donc, je suis d'accord avec cela, avec le propos. Ok. Donc, je profite, ce n'est pas en rapport avec le cours. Comme moi, mon email ne vous avait pas été parvenu. Oui. Par rapport à l'évaluation, je n'avais pas reçu le fichier. Ok. Voilà, je profite pour signaler cela, quoi. D'accord. Est-ce que c'est Dr. Tombini a envoyé un dernier mail précisant que c'est peut-être vous, hein. J'ai lu le mail rapidement, mais je n'ai pas encore traité la demande. Donc, oui, effectivement, effectivement. Mais comment ça se fait? Vous n'avez jamais reçu mes mails? C'est la dernière fois seulement que j'ai reçu le mail, le cours passé. Mais est-ce que vous ne pouvez pas consulter vos spams, Dr. Diakité? Parce que souvent, si on n'a pas l'habitude d'échanger et que je vous mets, du fait qu'il y a beaucoup de personnes en copie, votre messagerie peut considérer que ce sont des messages indésirables et donc les stocker dans les spams. Donc, à toutes les personnes. Non, au fait, non, ce n'était pas cela. Au fait, il y a eu une erreur de communication, de transmission de l'email. D'accord. Voilà, parce que je croyais que je l'ai donné à Hassan pour qu'il puisse vous le transmettre ou transmettre à Téminé. Mais après, on s'est rendu compte que tel n'était pas le cas. Ok. Donc, si je comprends bien, on doit tenir compte de l'adresse email récemment envoyée pour vous mettre dans la boucle des échanges, c'est ça? Oui, surtout pour l'évaluation, parce que les messages antérieurs, je n'ai pas reçu.
Ok. Bon, parce que là, docteur, bon, je vous propose qu'on parle de cela en privé. Ah, Parce ok, que ça marche. c'est vraiment un cas particulier. On va devoir parler de cela en privé. Si vous êtes d'accord, vous pouvez peut-être attendre la fin du cours, on va en parler. Non, c'est bon, ça me va. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc pas de main levée pour l'instant. Je vais donc profiter pour faire une annonce. Je vous invite fortement à lire mes mails par rapport à l'agenda. On sait qu'on a cours avec vous jusqu'à la fin de votre calendrier là, mais les dates vont vous être communiquées régulièrement parce qu'on n'arrivera pas à respecter le premier chronogramme qu'on vous a transmis vu qu'on n'a pas pu commencer le cours à la date indiquée. Et vous allez remarquer que précédemment, j'ai essayé même de faire 2 cours en une séance. Et je suis sûr aussi que dans l'avenir, je vais continuer à faire ça dès que j'aurai le temps de pouvoir finir mes préparations, dans le but de pouvoir rattraper le retard qu'on a accusé. Donc, ce serait dans ce sens-là. Alors, je pense que je vois que qui voulait parler? Docteur Konipo, vous voulez parler? D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Et donc, n'oubliez pas que jeudi, donc, à la même heure, on a cours et ce sera avec le docteur Konaté cette fois-ci. Moi, je vous reverrai la semaine prochaine. Mais après les cours, en vous transmettant les liens pour y accéder au contenu, je vais vous rappeler encore une fois la date. Mais si vous avez aussi la chance d'échanger avec vos collègues, il faudrait leur rappeler qu'il faut tenir compte des dates que je vais indiquer dans mes mails au lieu de premier agenda partagé avec vous. Mais de façon globale, toutes les semaines, on a cours mardi, jeudi. Donc, sauf peut-être exception. En tout cas, si je consulte mon agenda, la semaine prochaine, on a 2 jours de cours. Mais la semaine du 4 au 9 octobre, on a 3 jours de cours. C'est-à-dire mardi, on a cours, jeudi, on a cours et vendredi, on a cours. Bon, je ne sais pas si les personnes qui vont aussi dispenser ces cours-là seront disponibles. Donc, je vais ajuster au fur et à mesure que je vais communiquer avec vous. Donc, merci à tous et bon courage. Et j'espère que vous tous ont rendu votre travail mis à part le docteur Tchakité qui me signale qu'il n'a pas fait le devoir. Ces devoirs, comme vous le savez, sont tenus en compte dans les notes d'évaluation finale. Donc, il faudrait vraiment prendre le temps de les faire dans le délai imparti. Merci et bon après-midi à tous. Docteur Tchakité, vous restez un peu.